trouver des références opposables, pour trouver les recommandations, pour trouver les consensus, pour trouver les choses qu'il faut faire. Donc, bref, les recommandations pour la prise en charge et le traitement des maladies infectieuses. Alors la France, qui est une spécialiste des usines à gaz, comme vous le savez sans doute, a un certain nombre de grandes structures administratives qui permettent de gérer la santé, le risque. Et la première, c'est ce qui s'appelle maintenant la Haute Autorité de Santé. Alors en plus d'être des usines à gaz, elles ont le défaut de changer de nom à peu près tous les 2 ou 3 ans. Donc cette structure qui s'appelle maintenant la Haute Autorité de Santé s'appelait avant l'ANAES, s'appelait avant l'ANDEM. Le site internet qui est mentionné ici n'est naturellement valable probablement que pour les 6 mois à venir, il aura changé d'ici là. Sachez néanmoins que sur ces sites de ces grosses entreprises publiques, vous avez énormément de données, et notamment des choses extrêmement structurées, en PDF, beaucoup d'iconographie, et surtout les vraies références, notamment les conférences de consensus. Donc sachez que pour les grands syndromes infectieux, comme pour un certain nombre de prises en charge de grandes maladies, il existe des conférences de consensus. Elles résultent d'une analyse bibliographique qui a été assez poussée, à un moment donné, naturellement. Lorsque vous lisez une conférence de consensus, la première chose que vous regardez, c'est la date. Si elle a été établie en 1992, eh bien c'est l'état de l'art en 1992, mais certainement pas en 2008. Donc une analyse bibliographique qui a été poussée, faite par des experts du champ, en général une soixantaine d'experts du problème concerné. Ce sont des gens qui viennent de disciplines différentes, pas seulement la discipline principale, pas seulement des infectiologues ou des bactériologistes dans le cadre des maladies infectieuses, mais des cardiologues quand la pathologie a un versant cardiaque, des neurologues quand il y a des méningites, etc. Les gens se mettent d'accord sur un certain nombre de choses consensuelles, sorties de la littérature, et puis ils notent les points de divergence. Les points de divergence entre ce qui a été écrit par les uns et les autres dans la littérature. Et là, ils font ce qu'on appelle le consensus. Alors le consensus, il a un défaut, c'est qu'en général, quand les choses posent problème, on les retire. Alors qu'elles peuvent être quand même intéressantes. Néanmoins, ce consensus, il est publié une première fois en général dans un grand journal généraliste français, en français accessible à tout le monde, et puis ensuite il est sous forme de PDF sur les sites de ces organisations, en particulier donc de la Haute Autorité de Santé. À côté de ces conférences de consensus qui sont extrêmement utiles, mais qui n'ont pas vraiment une valeur opposable légalement, il y a des recommandations pour la pratique clinique, qui sont des analyses ou des synthèses de la littérature sur des sujets qui sont vraiment plus sur la prise en charge, pas seulement sur la théorie de l'infection, sur son épidémiologie, sur son devenir, mais sur sa prise en charge. D'accord ? Donc ça, ce sont des recommandations qui sont aussi importantes. Et puis, de cette espèce de masse, comme la partie immergée d'un iceberg, sort une petite partie émergée, c'est ce qu'on appelle les références médicales opposables, qui ont posé beaucoup de problèmes dans les années 90. C'est une tentative d'imposer aux prescripteurs, aux médecins, un certain nombre de comportements, et en particulier dans la prescription des antibiotiques. Il y a eu beaucoup de volontarisme à un moment, et malheureusement, il y a peu de références médicales opposables. Elles concernent essentiellement les grandes pathologies de l'enfant, les pathologies infectieuses, pathologies communautaires, et finalement, vous en avez la substance quand vous écoutez les informations à la radio ou à la télévision, ou les publicités qui vous disent « on ne prescrit pas des antibiotiques systématiquement dans une angine ou dans une otite ». Néanmoins, elles existent, et là, vous ne pouvez pas aller contre. Si vous prescrivez contre les références médicales opposables, eh bien, vous pouvez être ennuyé, notamment être soumis à des pressions financières des structures de remboursement. Donc, voilà comment ça se présente. Naturellement, ça, c'est à apprendre par cœur pour demain. Donc, un exemple du type de recommandation. Il n'y a pas lieu de prescrire, il n'y a pas lieu de... Elles sont plutôt négatives, plutôt qu'être des recommandations de prescription. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous les avez, c'est sans grande importance. Néanmoins, sachez que ça existe et qu'on peut vous les opposer. Un autre organisme important, il manque malheureusement la petite photo, c'est l'AFSAPS, une grande agence qui est l'agence de sécurité sanitaire et des produits de santé. C'est une agence qui se consacre essentiellement aux médicaments, mais elle va émettre des avis sur des problèmes de santé publique, et en particulier des problèmes qui sont liés à la fois à l'environnement ou à des conditions particulières. Les 2 dernières recommandations, ou les 2 dernières publications sont une publication très exhaustive sur la légionellose, maladie vraiment importante. On a vu que ce n'est pas beaucoup de cas en France chaque année pour la maladie grave, mais probablement plein de cas sous-diagnostiqués. Et la légionellose est une maladie vraiment
problème de santé publique parce que c'est une maladie qui peut se transmettre et qui fait très peur aux gens. Donc bioterrorisme un peu pour les mêmes raisons, et donc c'est l'AFSAPS qui a proposé un certain nombre de guidelines, va-t-on dire. Il y a des mises au point en thérapie anti-infectieuse, il y a des recommandations qui sont alors là vraiment superbes, très très bien établies, et notamment vous avez un document sur le traitement des infections génitales, un autre sur le traitement des infections digestives, un très bon document pour les infections cutanées. Je sais que beaucoup d'entre vous, pendant les TP, m'ont posé des questions sur l'utilisation des pommades antibiotiques ou des antibiotiques en topique. Et vous avez vu que moi, j'y étais pas très favorable. Néanmoins, il y a des exceptions. On peut utiliser, ça peut avoir un intérêt. Eh bien, les recommandations sont sur le site de l'AFSAPS avec des documents qui sont très, très étayés. L'un des rôles de l'AFSAPS, c'est un rôle d'alerte, non pas un rôle d'alerte, par exemple, dans les pandémies ou dans des épidémies comme la grippe aviaire, mais plutôt sur des problèmes qui sont liés à la consommation de substances toxiques ou au mauvais usage ou au bon usage des médicaments. Donc il y a des alertes qui sont lancées et la pharmacovigilance se raccroche à l'AFSAPS par ce biais. Il y a des recommandations biotox, on en a parlé lorsqu'on a fait le dernier cours sur le bioterrorisme, celles qui concernent également le terrorisme chimique, Piratox, avec là encore des fiches techniques, des recommandations agent par agent. Si un jour, dans 10 ans, vous vous posez la question de savoir ce que c'est que le charbon et comment le prendre en charge, parce que vous avez entendu que dans votre région, il y avait une enveloppe pleine de poudre qui était arrivée chez des patients, eh bien, vous allez sur le site, vous avez un document, c'est la référence. C'est également l'AFSAPS qui donne les autorisations temporaires d'utilisation. Vous savez que c'est assez important dans le domaine anti-infectieux. Il y a quand même des molécules nouvelles, mais en général toxiques, qui sortent pour le traitement d'infections particulières. C'est surtout vrai en virologie, mais ça risque d'arriver également en bactériologie. On n'a pas accès à ces antibiotiques, ils ne sont pas vendus en pharmacie, ni à l'hôpital, ni en ville, mais néanmoins on peut se les procurer auprès des laboratoires sous forme d'autorisation temporaire d'utilisation. Si vous voulez savoir quelle est la fine pointe de la mode, eh bien vous allez sur ce site et vous trouverez ce type d'informations. Enfin, très important, et pas seulement en maladies infectieuses naturellement, c'est l'AFSAPS qui gère le répertoire national des interactions médicamenteuses, ce que normalement tous les pharmaciens doivent savoir, mais que vous, en tout cas, en tant que futur prescripteur, vous devez savoir. Le site a 10 fois changé de nom et maintenant il s'appelle agmed.santé.gouv.fr. Dernière institution, grande institution, l'Institut de veille sanitaire. Elle se soucie peu des produits toxiques, elle se soucie peu de biotox, elle se soucie des infections émergentes, elle se soucie des maladies sociologiquement importantes, celles qui vont toucher beaucoup de monde. Ça peut être les maladies cardiovasculaires, comme ça peut être les maladies infectieuses. Vous imaginez que l'alerte sur les maladies infectieuses est quand même souvent au premier plan. Il s'appuie, cette INVS, sur le réseau national de santé publique. Il y a plein de gens qui collaborent à ça, et vous, dès que vous noterez un événement indésirable, anormal dans votre population de patients, vous serez sommé d'en rapporter à ce réseau national de santé publique. La mission essentielle, c'est surveiller l'état de santé de la population, mais naturellement avoir par la même occasion une activité de veille et d'alerte sanitaire. 3 cas groupés de légionellose, c'est immédiatement l'alerte au niveau départemental, puis régional, puis éventuellement national. Le champ d'application va donc recouvrir essentiellement les maladies infectieuses, et pour ça, il y a une vingtaine de centres nationaux de référence. Ce sont des structures hospitalières en général qui s'intéressent à un seul type de pathologie. Par exemple, les infections à méningocoque. Il y a un centre national des infections à méningocoque. Il y en a un pour le VIH, il y en a un pour l'hépatite C, etc. Ces centres nationaux de référence sont la référence à laquelle vous allez pouvoir téléphoner ou écrire quand vous avez une question précise à poser sur la prise en charge de telle ou telle maladie. Et puis l'INVS, naturellement, a un rôle un petit peu plus large, bien que les maladies infectieuses soient une grande partie de son activité. Il étudie quand même, ça c'est très important, les effets de l'environnement sur la santé, tout ce qui est, je ne sais pas, ce qui est à la mode maintenant, l'évaluation des semences transgéniques par exemple, les produits toxiques, l'amiante, le plomb, etc. Les risques d'origine professionnelle, c'est vraiment l'Institut qui évalue les risques professionnels à l'échelon de la population, et puis des maladies, les maladies chroniques, les maladies traumatiques, etc. Le site, très très documenté, invs.santé.fr. D'accord ? Alors à côté de ça, il y a toute une kyrielle de textes législatifs, et finalement, le site du ministère de la Santé, que j'ai gardé pour la fin, c'est sans doute le plus touffu, c'est sans doute
Ce n'est pas le moins intéressant, mais c'est le moins accessible, parce qu'il y a beaucoup de documents, mais c'est là que figurent les textes et les circulaires législatives. Et ça, vous trouvez tout ça sur le site www.santé.gouv.fr. Là, l'adresse n'a pas changé. Enfin, les autres sources d'informations, où pouvez-vous aller chercher? Vous vous êtes rendu compte probablement que les livres ont non pas perdu de leur intérêt, mais ont tendance à vieillir beaucoup plus vite que l'information sur Internet, par exemple. Donc, les choses sont en train de changer et ces mutations, elles sont gérées plus ou moins bien par les sociétés savantes de chacune des disciplines médicales. Donc, sachez que pour ce qui est de l'infectieux, il y a naturellement des sociétés spécialisées, notamment la SPILF, la Société de pathologie infectieuse de langue française. Il y a la Société française d'anesthésie et réanimation, qui est très préoccupée de maladies infectieuses et d'infections nosocomiales. La Société de réanimation de langue française, et naturellement pour le versant microbiologique, la Société française de microbiologie. Mais il y en a plein d'autres, et il est évident que quand on s'adresse à des infections de l'enfant, eh bien c'est plutôt les sociétés de pédiatrie qu'il faut aller consulter. Les publications sont souvent intéressantes, et en général, ce sont ces sociétés savantes qui organisent les conférences de consensus sous l'égide du ministère de la Santé. Au niveau international, vous avez un fabuleux site qui est celui de l'OMS, probablement le site le plus complet sur les grands problèmes, mais naturellement, les préoccupations de l'OMS ne sont pas tout à fait nécessairement les mêmes que celles que vous aurez dans le village ou la petite ville dans laquelle vous exercez. C'est plutôt les grands problèmes de santé publique. Même chose pour le Center for Disease Control à Atlanta aux États-Unis, le fameux CDC, dont il existe maintenant, c'est malheureusement pas sur cette diapo, un versant européen. Il y a un Center for Disease Control en Europe qui est localisé à Stockholm, et les Français sont très actifs. Le CDC a un avantage, c'est qu'il publie 2 revues gratuites de très très grande qualité. La première, elle est hebdomadaire, ça s'appelle le Morbidity Mortality Weekly Report, donc une fois par semaine, les rapports de mortalité-morbidité, les infections émergentes, c'est là où vous saurez si la grippe aviaire arrive aux États-Unis, comment elle s'exprime dans les différents États. Et puis une revue, alors là une revue scientifique avec comité de lecture de grande valeur scientifique, ce qui s'appelle Emerging Infectious Diseases, qui peut vous être envoyée gratuitement par le CDC. Elle est très belle, papier glacé, belle couverture. Mais vous pouvez également la voir en ligne en temps réel, et les papiers sont en général publiés au moins 2 mois à l'avance. Et c'est également pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés de soumettre des articles en ayant fait des belles observations de maladies infectieuses. Le système de peer review est extrêmement rapide. En général, en 3 ou 4 mois, les papiers sont publiés. À côté de ça, pour les maladies infectieuses, eh bien, des journaux spécialisés, vous en avez une petite liste ici, et puis naturellement les grandes revues généralistes, comme le Lancet, le New England, le JAMA, le British Medical Journal, j'en passe et des meilleurs. Au niveau d'Internet, méfiance, intérêt et méfiance, il y a beaucoup de sites consacrés aux maladies infectieuses. Il faut les connaître, il faut savoir ceux qui sont purement pédagogiques et puis il faut savoir ceux qui sont prosélytes. Il y a des sites qui sont remarquablement faits, mais qui visent à fournir une information pour faire passer un autre message. Si vous vous intéressez à la vaccination et que vous tapez « vaccin », vous allez tomber sur des sites extraordinairement documentés, mais qui sont par exemple les sites qui prônent les médecines naturelles et qui sont contre la vaccination. Donc vous allez lire une information qui est très belle, très bien présentée, mais qui ne sera pas nécessairement ce que vous en attendez, puisque à la fin, elle laissera quand même passer des messages sur l'inefficacité de la vaccination, les risques encourus, et ainsi de suite. Donc méfiez-vous de la source à laquelle vous faites appel. Pour les sites français, il y a un site universitaire qui est de bonne qualité, qui est le site Microbe. Vous en avez ici les coordonnées. OK? Bien, c'était pour vous donner un petit panel des endroits où vous pouvez aller pour trouver de l'information. OK, on passe à qui veut gagner des millions.